vous a donné aussi la photo pour dire que c'est Félix Tshisekedi. Je vais... merci beaucoup pour l'ingénieur qui nous a précédés, mais je vais d'abord, avant toute chose, alerter les étudiants de ne pas trop vous réjouir sur le fait que vous pouvez demander à ChatGPT de faire pour vous le travail. Nous avons déjà des solutions pour cela. Nous avons GPT-0. Et GPT-0 détecte à 98% un contenu généré par ChatGPT. Donc, vous devez faire attention parce que ça sera considéré comme nous le faisons avec des logiciels anti-plagiat. Et nous avons d'autres outils développés. Et je vais vous dire, ChatGPT a été lancé, surtout la version 3 GPT-3, est sortie au début du mois de novembre de l'année passée, créée par une entreprise américaine appelée OpenAI. Et ce sont eux qui ont lancé ChatGPT. Il y a cette version que vous avez vue, il y a le GPT Plus, GPT-4, la version la plus avancée, qui peut pratiquement faire toutes choses. Vous lui demandez de générer un jeu vidéo, il va le faire pour vous avec des vidéos, des images et ainsi de suite. Mais faites attention pour ceux qui pensent que vous pouvez écrire tout votre mémoire, votre TFC avec ChatGPT, nous allons détecter ça. Bientôt, je vais parler avec des gens qui sont dans des domaines de recherche et leur montrer comment attraper les voleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle AI Text Clarifier, qui est un outil pour détecter son contexte, son contenu. Nous avons le GPT-0 que je viens de mentionner et je ne vais pas vraiment entrer dans tous les détails, mais nous avons aussi Originality.ai que nous utilisons. Nous avons Raleigh AI Content Detector que nous utilisons et nous avons, d'abord j'ai parlé de GPT-0, nous avons aussi Zero GPT et il y a beaucoup d'autres outils. Faites trop attention parce que nous n'allons pas compromettre la science dans tout ce que nous sommes en train de faire et nous voulons vous alerter en avance. Parce que si vous êtes attrapé, que vous ne disiez pas, je ne t'ai pas informé. De la même façon que nous faisons avec des logiciels anti-plagiat, aujourd'hui nous étions en train de parler avec le professeur Chimpi sur un anti-plagiat qui existe depuis, en tout cas personnellement aux États-Unis, je l'ai utilisé depuis les années 90. Professeur Alphonse Casson le connaît très bien. Dans chacun de nos cours, c'est déjà automatiquement collé au cours et les étudiants qui sont enregistrés dans ces cours sont déjà automatiquement collés au Turnitin. Donc si tu copies un texte quelque part, non seulement qu'il te dit que ton texte a été copié, il te dit dans quelle source, quel livre, quel article, par quel auteur et quelle page. Donc il faut faire vraiment attention pour qu'à la fin, vous ne disiez pas, j'ai été surpris, on ne m'a rien dit. On m'a demandé de parler des limites, mais j'ai trouvé que c'était un peu difficile de commencer par les limites sans montrer ce qu'il peut faire d'habitude. Donc, vous allez me permettre, je vais élaborer un peu beaucoup plus, je vais parler un peu de la contextualisation de l'importance de l'intelligence artificielle dans un monde en mutation rapide. Mesdames et messieurs, et chers invités, honorables représentants, j'aimerais aujourd'hui me tenir devant vous pour aborder, bien sûr, comme je viens de le dire, un sujet qui a le pouvoir de façonner l'avenir de notre bien-aimée République démocratique
du Congo, c'est l'intelligence artificielle ou IA. Dans ce monde en constante évolution, où les avancées technologiques révolutionnent tous les aspects de notre vie, il est crucial que nous comprenions pour les secteurs de l'éducation, des élections, du travail, de la santé, de la recherche scientifique et du gouvernement, que nous puissions savoir à quoi nous avons affaire. Imaginez un monde où l'éducation est personnalisée, où les soins de santé sont accessibles à tous et où la gouvernance est transparente et efficace. L'intelligence artificielle a le pouvoir de transformer cette vision en réalité. Aujourd'hui, je vais vous amener dans un voyage pour explorer les possibilités et les défis, les limites de l'intelligence artificielle et comment elle peut jouer un rôle transformateur dans le développement de notre nation. Ces dernières années, l'intelligence artificielle a réalisé des progrès remarquables, offrant des solutions innovantes et des opportunités sans précédent dans les différents domaines. Cependant, pour exploiter pleinement son potentiel, nous devons prendre en compte ses limites et les défis spécifiques et les besoins de notre pays. La République démocratique du Congo a des besoins et des aspirations uniques et il est impératif que nous développions une politique nationale sur l'intelligence artificielle pour guider sa mise en œuvre et garantir son utilisation responsable et inclusive. Mesdames et messieurs, je ne saurais pas vous parler, comme j'ai dit, de ces limites sans pour autant toucher ce qui est possible. Le plus grand défi que nous avons en pareille circonstance, c'est que nous, en tant qu'intervenants, avons l'impression que le concept est déjà connu de tous et que nous sommes en train de bâtir sur un fondement qui est déjà solide, alors qu'il y a des gens parmi nous ici qui ne comprennent même pas c'est quoi au fait l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant de vous plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Et à moins que vous n'utilisez pas votre ordinateur tous les jours et que vous ne suivez pas les grands développements dans le domaine de la technologie informatique, vous n'aurez pas une très bonne idée de ce que l'intelligence artificielle, car vous n'êtes probablement pas au courant des progrès majeurs réalisés dans ce domaine. Lorsqu'on entend parler du mot intelligence artificielle ou AI, vous m'excusez, vous savez, moi je parle l'anglais. L'anglais c'est ma première langue, alors je fais un effort pour que vraiment qu'on ne détecte pas ça en français. Donc vous comprenez que j'ai fait toutes mes études en anglais, j'ai enseigné tout en anglais, toutes mes recherches en anglais, toute la programmation en anglais. Je suis ingénieur aussi, je suis docteur en communication électronique et en informatique. Et j'ai enseigné l'informatique depuis 1996. J'ai enseigné la communication depuis 1996. Et j'ai enseigné dans la deuxième grande université américaine, l'université de la Floride centrale. Donc,
En tant que professeur aux États-Unis, je l'ai fait pendant pratiquement un quart de siècle. Et c'est un domaine que je maîtrise. J'ai suivi l'évolution numérique. Vous savez, vous n'aurez pas aujourd'hui la technologie que vous avez n'eût été la politique américaine. Lorsque Bill Clinton est devenu président aux États-Unis, l'un des plus grands soucis pour lui, c'était la communication, c'était l'informatique. Et il a créé ce qu'on appelle les National Information Infrastructure, l'infrastructure de l'information, nationale de l'information. Et il a placé son vice-président, Al Gore, à la tête de cette structure. Et vous savez, Al Gore et les autres ont eu une vision de ce qu'ils voulaient que l'informatique devienne, de ce qu'ils voulaient que la communication devienne. Et ils ont commencé à travailler pour que les choses que vous voyez aujourd'hui se matérialisent. Je me rappelle en 1996, j'étais en train d'enseigner un cours de communication où je disais aux étudiants, par rapport à ce que j'avais découvert, qu'il y aura un jour où la même télévision que vous voyez ici, nous serons à mesure de l'utiliser comme étant un écran d'ordinateur. Les étudiants disaient, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ça a pris combien de temps avant que cela devienne une réalité? Mais c'était la politique nationale. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier. Vous m'excusez, parce que des fois, les gens me disent si je suis biaisé. La plus grande partie de la technologie que nous bénéficions ici, aujourd'hui, c'est le fruit d'un gouvernement, le gouvernement américain. Parce que d'ailleurs, il faut comprendre que Internet, qui avait inventé Internet? L'armée américaine, n'est-ce pas? Donc, c'est l'État, toujours. L'État a mis les moyens pour créer ce que nous appelons aujourd'hui Internet. Ils ont mis des moyens. Donc, j'aimerais, c'est pourquoi quand je parle d'une politique nationale, nous avons quelque chose à faire ici au Congo. Lorsqu'on entend le mot intelligence artificielle, on peut imaginer des voitures autonomes, des robots, on peut imaginer ChatGPT et d'autres chatbots d'intelligence artificielle, ainsi que des images créées artificiellement. Mais il est nécessaire de regarder au-delà de cela pour comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne et affecte les générations actuelles. En tant que concept, l'intelligence artificielle fait référence à la capacité du matériel informatique à penser essentiellement par lui-même et à prendre des décisions en fonction des données qui lui sont fournies. Vous avez un appareil, il doit penser de lui-même et prendre des décisions. J'étais dernièrement à New York au début du mois et j'ai appelé la compagnie Uber, que les gens, beaucoup d'entre vous connaissent, et j'avais besoin d'une voiture pour 5 personnes. La voiture est arrivée sans chauffeur. Elle est autonome, elle se conduit elle-même. Ah mais oui. La voiture est arrivée sans chauffeur, autonome. Et j'ai dit, mais nous avons les autres dit, non, mais c'est préférable une voiture avec un chauffeur. Mais la voiture autonome fait très peu d'accidents par rapport à un humain. En tout cas, par jour, vous pouvez avoir 30 ou 40 accidents par les humains. Aucun accident par une voiture autonome, mais soit s'il y a un accident d'une voiture autonome et 200 accidents par les humains, vous savez, les nouvelles seront sur la voiture autonome. Voilà, il n'y a pas de chauffeur, ces histoires, mais il y a un accident d'une voiture autonome et 200 accidents par les humains, mais on saute sur cet accident de la voiture autonome. On prend des décisions
Elle connaît que j'arrive ici, le feu est rouge. Je dois m'arrêter et attendre mon tour pour que le feu devienne vert, pour que je progresse. Lorsque la vitesse limite postée sur l'autoroute est par exemple de 70 miles, c'est ce qui est environ 110 km par heure, la voiture autonome connaît cela. Elle avance, elle voit les voitures, les véhicules qui sont devant elle, elle calcule la distance qui la sépare avec les véhicules qui sont devant elle. Elle analyse les conditions de la route. Elle sait que si la voiture qui est devant moi s'arrêtait brusquement et que je dois m'arrêter, elle a la physique. Elle a toutes les notions de physique. Elle sait que quand je m'arrête, à cette vitesse, je glisserai jusqu'à ce niveau-là. D'où je dois garder cette distance. Voilà, c'est pour des raisons de sécurité. Ce n'est pas, il y a une différence ici avec, ce n'est pas la robotique. Ce n'est pas un robot. Un robot fait seulement ce qu'on lui a dicté. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas la robotique. C'est-à-dire que l'appareil réfléchit réellement et prend des décisions comme un humain devrait prendre des décisions. La robotique, le robot suit les étapes qui ont été programmées. Mais pour l'intelligence artificielle, on apprend à l'appareil à raisonner comme un humain. Donc, et dans tout cela, les systèmes, comme j'ai dit, les systèmes d'intelligence artificielle sont souvent extrêmement complexes et puissants, capables de traiter des quantités d'informations insondables en un temps extrêmement court afin de parvenir à une conclusion ou une décision beaucoup plus efficace qu'un humain. L'intelligence artificielle ou IA est loin d'être le domaine de la science-fiction, comme j'ai dit. Au contraire, c'est un phénomène courant dans la société actuelle. Aujourd'hui, à travers le monde, nous voyons les outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés pour révolutionner les nouveaux aspects de la vie quotidienne, de la santé, aux problèmes de la circulation, en associant des logiciels les plus avancés et puissants aux meilleurs matériels. Imaginez-vous, lorsque je prends l'avion, professeur Chipi, vous voyagez souvent à Paris, la nuit ici à Kinshasa. La nuit, quand vous voyagez, vous quittez souvent vers 22h, n'est-ce pas, pour atterrir à Charles de Gaulle vers 6h du matin. Le pilote est là-bas à 34 000 pieds. C'est la nuit. Il fait sombre. Il ne peut rien voir. Mais comment est-ce qu'il pilote? Ce n'est pas les pilotes qui amènent l'avion. Généralement, les pilotes, ils viennent descendre, ils laissent l'avion en autopilote, ils viennent, ils causent avec vous. L'avion vole sans pilote. Les avions, la nuit, c'est pas le pilote. Vous allez donner, qu'est-ce qui est mieux pour vous? La nuit, par là, au-dessus, il ne voit rien. Vous préférez qu'un humain vous amène en désordre ou encore que la machine utilise sa connaissance avec précision pour vous amener à destination. Exactement. Donc l'avion part en autopilote. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc les systèmes d'intelligence artificielle ont atteint une capacité remarquable pour exécuter des tâches informatiques de grande envergure de manière considérablement plus rapide et plus efficace que les capacités cognitives humaines grâce à l'utilisation des algorithmes complexes. Cette avancée a contribué de manière significative à l'avancement des efforts de recherche et développement à l'échelle mondiale. Parmi les mises en œuvre pratiques les plus remarquables de l'intelligence artificielle, nous pouvons citer par exemple IBM, ou bien la compagnie IBM, qui a créé la machine Watson, qui est utilisée comme soutien à la recherche
dans une vaste gamme de domaines. Les technologies, par exemple, pour ceux qui sont des programmeurs, ceux qui connaissent le langage Python, je pense que c'est appris ici. Vous avez des bibliothèques que vous utilisez, telles que les TensorFlow. TensorFlow, vous pouvez l'utiliser pour créer des applications d'intelligence artificielle. Et vous avez par exemple, vous avez TensorFlow de Google, vous avez Azure Machine Learning de Microsoft, qui ont également suscité une attention internationale en raison de leur performance et de leur potentiel. Parallèlement, les assistants intelligents alimentés par l'intelligence artificielle ont gagné en popularité les appareils mobiles que vous avez vu ici. Nous avons parlé de Google, nous avons parlé de Siri, il y a aussi Cortana, il y a Alexa. Si vous avez Amazon par exemple, Amazon, donc vous pouvez avoir Alexa que vous pouvez utiliser, vous l'appelez Alexa, éteins s'il te plaît la lumière. Et Alexa va éteindre la lumière dans la maison, donc sans un humain. Bien sûr, il faut que vous ayez une maison intelligente, mais il va le faire. Il est difficile de prédire les domaines dans lesquels ces technologies trouveront leur aboutissement, ce qui laisse entrevoir un horizon de possibilités prometteuses. L'une des approches les plus évidentes pour comprendre l'intelligence artificielle consiste à la définir comme la capacité d'une machine à comprendre ou à exécuter, comme j'ai dit, des tâches de manière similaire à ce qui nécessiterait normalement une intelligence humaine. Mais cette définition peut être considérée comme une simplification initiale d'un concept infiniment complexe et même fascinant. L'intelligence artificielle transcende les limites traditionnelles de la pensée mécanique en permettant aux machines de traiter des informations complexes, d'apprendre de manière autonome, de prendre des décisions éclairées en fonction de ces connaissances nouvellement acquises. Cette capacité évoque un paysage de possibilités intrigantes où les machines ne sont plus simplement des outils passifs, mais deviennent des agents autonomes capables d'explorer, de comprendre et d'interagir avec leur environnement. L'essence même de l'intelligence artificielle réside dans sa capacité à imiter et à reproduire certains aspects de la pensée et de la cognition humaine. Elle utilise des algorithmes sophistiqués, des modèles mathématiques avancés, des modèles de langage, des modèles des images et des techniques de traitement de langage naturel. Je ne sais pas, Natural Language Processing, donc NLP, c'est ça l'abréviation. Donc, la façon de traiter le langage d'une façon naturelle, analyser et interpréter des domaines massifs, détecter des schémas complexes et de résoudre des problèmes qui semblaient autrefois réservés exclusivement à l'esprit humain. Il est important de souligner que l'intelligence artificielle ne vise pas à remplacer l'intelligence humaine, mais plutôt à compléter et à améliorer nos capacités cognitives. Si nous déployons des machines dotées des capacités d'apprentissage et d'adaptation, nous ouvrons la voie à de nouvelles formes de collaboration entre l'homme et la machine, où les compétences et les connaissances de chaque partie se renforcent mutuellement. Les chercheurs dans ce domaine explorent sans relâche de nouvelles approches et techniques pour repousser les frontières de ce qui est possible. Ils cherchent à créer des systèmes d'intelligence artificielle encore beaucoup plus puissants, capables de résoudre des problèmes encore plus complexes, d'anticiper les besoins futurs et de favoriser une compréhension profonde de notre monde. Nous continuons à insister
sur le fait que l'intelligence artificielle est une discipline en constante évolution qui vise à créer des machines qui peuvent non seulement reproduire, mais aussi élargir les capacités de la pensée humaine. C'est une aventure intellectuelle passionnante qui nous pousse à repenser les limites de notre propre compréhension et à ouvrir de nouvelles perspectives pour l'exploration et la découverte. On croyait autrefois que les ordinateurs ne seraient jamais plus puissants que le cerveau humain. Mais les avancées technologiques récentes ont prouvé le contraire. L'idée d'intelligence artificielle, comme je viens de le dire, concerne les équipements informatiques capables de raisonner efficacement pour eux-mêmes. Ainsi, il faudra noter que l'intelligence artificielle est une technologie qui continuera à évoluer et qui consiste à créer des machines capables de faire ce que l'humain devient faire. Bien que l'intelligence artificielle soit peu susceptible d'atteindre un jour les niveaux d'intelligence humaine requis dans l'exemple, dans des exemples que nous venons de citer, les systèmes d'intelligence artificielle avancés commencent à s'améliorer dans leur capacité et à s'adapter à des scénarios inconnus et à fonctionner de manière plus proche du cerveau humain. Une des principales caractéristiques de l'intelligence humaine est sa capacité à s'adapter et à faire face à des situations imprévues. Là, je parle de l'intelligence humaine. Et à tirer des conclusions logiques à partir d'informations limitées et à prendre de nouvelles tâches ou concepts. J'ai donné l'exemple du véhicule. J'ai fait la route qui part Kinshasa, Chikapa, Kipit, ainsi de suite. Il y a des moments où vous voyez un véhicule a connu un accident et il y a des véhicules qui cherchent à dévier un peu et en déviant, vous les voyez se renverser, ainsi de suite. Mais vous avez une remorque, professeur Kasson, vous le connaissez très bien, vous vous rappelez, aux États-Unis, nous avons vu des remorques, des véhicules 18 roues sur autoroute sans chauffeur, en train de faire des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Et ces véhicules arrivent sur la route de Kikwit, ils voient qu'il y a eu un accident. Il n'y a pas un chauffeur, le véhicule doit passer. Il calcule les poids qu'il transporte. Il utilise toutes les notions de la physique et sait que si j'ose passer par ici, vu les poids que j'ai, il est pratiquement impossible que je m'en sorte. Donc, je suis obligé de ne pas passer par ici. Il doit réfléchir et même des fois chercher à laisser les passages aux autres. C'est complètement quelque chose que si vous n'avez jamais vécu cela, ça paraît bizarre, mais ça existe depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est seulement ces avancées, mais nous avons connu, je me rappelle en 2010, un pilote de Air Canada était en train de voler la nuit. Je pense que c'était 2010. Et après, il a dit, bon, il a laissé, comme l'avion était dans l'autopilote, il est venu causer avec les passagers, ainsi de suite. Les gens dormaient. Et lui-même, il a commencé, il a dormi un peu. Après, il a mis l'alarme, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il est entré dans les cockpits. Je ne sais pas si c'est là où les cockpits, c'est là où les pilotes se mettent. Ok. Il arrive là-bas. Alors il voit une lumière devant lui. Il dit, oh, je suis en cours de collision. Il cherche à descendre. Il voit aussi que la lumière était en train de descendre.
il essaie de dévier, mais il voit que la lumière va aussi là-bas. Après, on vérifie. Tout ce qu'il voyait, c'était Vénus, c'était la planète, non? Il voit la lumière de Vénus et il a pensé que c'était un autre avion. Donc, des fois, quand je donne des exemples de planètes, les gens disent, est-ce qu'on peut voir ça? Mais ailleurs, on voit. On vous dit par exemple que Mars sera aujourd'hui visible à telle heure et les gens sortent, ils voient Mars, ainsi de suite. Et beaucoup de fois, vous vous réveillez, vous êtes au village, vous dites, mais j'étais étonné la nuit, j'ai vu la lune. Alors que ce n'était même pas la lune. Donc, il y a des choses pareilles qui arrivent, mais nous sommes là, l'intelligence artificielle, du moins, connaissait que ce n'était pas un autre avion qui venait. Et voilà comment l'intelligence humaine était limitée pour penser que c'était un autre avion. Il voulait descendre, mais il pouvait se retrouver dans l'Atlantique. Alors que l'intelligence artificielle ne pouvait pas faire ça. Donc, nous disons ici que bien que la reproduction exacte de ces capacités complexes reste un défi immense, les progrès récents dans les domaines de l'intelligence artificielle ont permis de développer des systèmes qui commencent à montrer des signes encourageants de la flexibilité et de l'adaptabilité. Grâce à ces avancées dans les domaines de l'apprentissage automatique des réseaux neuronaux et des algorithmes d'apprentissage profond, les systèmes d'intelligence artificielle sont capables de traiter et d'analyser de vastes quantités de données en un temps record. Cette capacité de traitement rapide leur permet de s'ajuster et de réagir à des situations inattendues et même d'apprendre de nouvelles informations pour améliorer leur performance. J'aimerais signaler ici que les applications d'intelligence artificielle n'ont pas mémorisé. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose qu'on leur a donné, ils ont mémorisé, ils peuvent reproduire quand vous posez la question. Non, j'insiste que c'est de la même façon que vous réfléchissez en tant qu'humain, c'est de la même façon que l'intelligence artificielle fonctionne. Nous étions avec mon ami le professeur Boboutak à la fois passée. Je lui ai parlé un peu de quelque chose. Il a dit, bon, écoute, dis à ma femme comment gérer la famille, ma famille. Nous avons écrit ça. Et l'application dit, je ne peux pas donner à votre femme des conseils sur comment gérer votre famille. Et il commence à décrire pour dire les relations familiales sont des relations très complexes. Et commence à donner un argument qu'un humain ne pouvait même pas donner. Il commence à expliquer à la fille, dit, je vous demande, je vous conseillerais de vous asseoir avec votre femme, de négocier avec elle pour savoir ce qui marche pour vous et ce qui marche pour elle. Donc, des choses que l'on ne peut même pas mémoriser. Et c'est pourquoi je disais qu'il est important de noter que les systèmes d'intelligence artificielle actuels sont encore loin de posséder la complexité et la richesse des capacités cognitives du cerveau humain, mais nous parlons de la compréhension profonde, l'intuition, la créativité et d'autres aspects fondamentaux de la pensée humaine restent des défis considérables à relever dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et néanmoins, comme les progrès continuent dans le domaine de la neurologie computationnelle, de la modélisation des réseaux neuronaux, de la compréhension des processus cognitifs humains, nous rapproche progressivement de la réalisation d'une intelligence artificielle beaucoup plus avancée et plus proche du fonctionnement du cerveau humain. Il y en a qui pensent que ce phénomène vient de commencer. Non, l'intelligence artificielle a commencé depuis les années 1950. Ça a commencé il y a longtemps. Je n'étais pas né lorsque l'intelligence artificielle avait commencé. C'est lorsque les premiers ordinateurs ont été construits. À
cette époque, les chercheurs ont commencé à se pencher sur la question de savoir si les machines pourraient être capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. C'était depuis les années 1950 que ces travaux ont commencé. Les premiers travaux des domaines de l'intelligence artificielle se sont concentrés sur la résolution des problèmes simples en utilisant des règles logiques et les algorithmes. Au fur et à mesure que la recherche progressait, les scientifiques ont commencé à explorer des concepts plus avancés tels que l'apprentissage automatique. L'apprentissage, lorsque vous avez ChatGPT, ce logiciel, ce modèle de langage, s'il faut l'appeler, a été entraîné. On lui a donné un apprentissage. L'apprentissage automatique permet à une machine d'apprendre par elle-même à partir des données qu'elle reçoit, sans qu'il soit nécessaire de la programmer explicitement. Vous serez très étonné de voir que beaucoup d'applications que vous utilisez prennent beaucoup plus de temps à programmer que de programmer un modèle de langage d'intelligence artificielle. Parce que vous devez lui donner, on ne peut pas lui dire toutes choses. Les algorithmes que nous utilisons, il y a différents algorithmes qui sont utilisés, mais ces algorithmes, ça permet à la machine, au modèle de pouvoir apprendre de lui-même. Vous l'exposez. Je me rappelle dernièrement, c'était en Bangladesh, je pense. On a créé un simple modèle, vraiment un simple modèle de langage d'intelligence artificielle, et on lui a donné juste un peu de texte. C'était pas beaucoup. À leur grande surprise, j'ai vu ça au début de cette semaine. À leur grande surprise, le modèle était devenu s'est auto-enseigné pour être à mesure de traduire n'importe quel texte dans le langage bengali, ainsi de suite. Ça ne demande pas beaucoup de programmation, mais on doit bien programmer et on doit bien apprendre à l'application pour que l'application soit à mesure de faire ce qu'elle peut faire. Donc l'apprentissage automatique, comme j'ai dit, permet à une machine d'apprendre par elle-même à partir des données qu'elle reçoit sans qu'il soit nécessaire de la programmer explicitement pour chaque tâche. Cette approche a ouvert de nouvelles possibilités et a permis aux machines d'acquérir des connaissances et de s'améliorer au fil du temps. L'un des développements les plus significatifs dans le domaine de l'intelligence artificielle a été l'avènement des réseaux neuronaux artificiels, donc, qui sont inspirés par le fonctionnement du cerveau humain. Ces réseaux neuronaux sont capables de traiter et d'analyser de grandes quantités de données en parallèle. Cette capacité de traitement massif a permis au système d'intelligence artificielle d'accomplir des tâches de manière beaucoup plus rapide, plus efficace, ouvrant ainsi la voie à des applications pratiques dans divers domaines. J'ai beaucoup que je peux partager avec vous, mais je pense que notre temps ne me permettrait pas d'entrer dans tous les domaines sur ça, mais l'ingénieur a parlé de quelque chose qui était intéressant et j'aimerais quand même toucher un domaine peut-être que le professeur Chipi va toucher, le domaine de la santé par exemple. L'intelligence artificielle offre un potentiel énorme pour améliorer les soins de santé en RDC. Dans des pays comme les États-Unis, des systèmes d'intelligence artificielle sophistiqués sont utilisés pour diagnostiquer des maladies telles que le cancer avec une précision sans précédent. L'intelligence artificielle peut analyser de vastes quantités de données médicales, allant des dossiers des patients aux résultats d'examen pour détecter des schémas et fournir des recommandations aux médecins. Imaginez,
vous avez été hospitalisé en telle année pour telle maladie, vous aviez pris telle... Ces informations peut-être ne sont pas connues. Ici, au Congo, on ne suit pas en détail. Quelqu'un peut aller dans une pharmacie, et on lui donne les médicaments sans ordonnance. Des fois, le médecin prescrit, mais ce n'est pas enregistré dans son ordinateur pour savoir je lui avais prescrit quoi, quel examen je lui ai donné, ainsi de suite. Moi, quand je vais voir mon médecin aux États-Unis chaque 6 mois, on regarde, la dernière fois que tu étais ici, c'était telle date, ok, il y a ça. Les résultats des tests sont venus, les laboratoires m'ont renvoyé, ok, ça va ici, cholestérol, HDL, c'est bon, LDL, c'est bon, ça, mais tu as un problème de vitamine D. Mais si tu étais au Congo, ça allait être mieux parce que là, vous avez le soleil et ça pouvait me jeter presque de vie. Toutes ces choses-là, c'est là. Et je vais vous donner un exemple où l'intelligence artificielle a sauvé la vie de mon fils. Il a connu un accident. Il est parti dans la salle d'urgence en Floride, à Orlando. Et on lui a prescrit 2 produits après ça. On nous a signalé que non, Steve avait connu un accident, tout ça, moi et madame, on est parti, on l'a récupéré, mais il ne voulait pas parce qu'il était indépendant. Mais nous l'avons pris quand même. On l'a amené à la pharmacie, on a donné la prescription. Heureusement que le système américain, vous n'allez pas, vous ne donnez pas la prescription, on ne vous donne pas les médicaments au même moment. On vous dit toujours, ça va prendre, souvent c'est combien de temps? Voilà, ça peut prendre 1 jour, ça peut prendre 30, ça peut prendre 2 heures, ça dépend de l'urgence. Alors dans ces cas, on nous a dit, ça prendra 2 heures du temps, revenez dans 2 heures pour prendre le médicament. Ce n'est pas comme dans les pharmacies ici, on a donné, on nous dit dans 2 heures, revenez. Après 2 heures, nous arrivons à la pharmacie. Le pharmacien nous dit, j'ai changé l'un des produits. Ça prendra, est-ce que vous avez 30 minutes pour attendre? Nous avons dit, vous voulez rester ici, ou bien vous allez et revenez dans 30 minutes. Mais vous avez changé, pourquoi? Il dit non, mais la machine nous a dit que si nous lui donnons ces 2 produits ensemble, dans 15 minutes, son cœur s'arrête. Dans 15 minutes, son cœur s'arrête. Ça veut dire quoi? Voilà. Son cœur allait s'arrêter dans 15 minutes. Mais imaginez-vous, vous allez avec votre ordonnance ici dans la pharmacie qui est ici à côté. Vous dites, docteur Komelingai Oyo na Oyo. Et on prend directement, sans même vérifier s'il y a des interactions. Et vous voyez là où nous disons pourquoi l'intelligence artificielle joue un rôle. Elle a réfléchi, elle a dit mais non, c'est produit. Voilà ce que ça va lui faire et dans 15 minutes, ce jeune homme va disparaître. Et donc, nous voyons que l'intelligence artificielle peut analyser de vastes quantités de données médicales, allant des dossiers des patients aux résultats d'examen pour détecter des recommandations. Donc, ça va permettre d'améliorer les diagnostics, de personnaliser les traitements et de sauver des vies. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, nous parlons ici dans le contexte de l'enseignement primaire, secondaire, universitaire. L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles possibilités d'apprentissage en ligne et d'adaptation des programmes d'études. Dans des pays comme la Finlande, des plateformes d'apprentissage basées sur l'intelligence artificielle sont utilisées pour fournir un soutien personnalisé aux étudiants. Ces systèmes peuvent évaluer les compétences et les lacunes de chaque élève
de chaque élève, puis proposer des activités et des ressources adaptées à leurs besoins spécifiques. Comme je vous ai dit, notre temps est très limité et je parle dans le domaine du travail, c'est la même chose. Les applications d'intelligence artificielle vont analyser votre parcours, tout ce que vous avez fait et vous proposent le type d'emploi que vous pouvez faire et même vous dire où sont ces emplois et si ces emplois sont ouverts. Et on vous donne même comment aller pour gagner votre vie sans que l'on dise il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Chacun est intelligent dans quelque chose. Mais les humains sont limités, on ne sait pas orienter les enfants, on ne sait pas orienter les étudiants, mais l'intelligence artificielle peut faire quelque chose. Je vais sauter, là, on m'a demandé de chuter. Je parle brièvement un paragraphe sur les limites et puis un paragraphe sur les élections. Les limites du vrai et du faux en intelligence artificielle peuvent être complexes et ont des implications importantes. L'une des principales limites réside dans la capacité des intelligences artificielles à générer du contenu trompeur et manipulateur, ce qui peut être utilisé pour propager des fausses informations ou des discours qui peuvent même être des discours de la haine. Cette désinformation peut avoir des conséquences néfastes sur les individus et les sociétés, notamment en alimentant la polarisation et en sapant la confiance dans les médias traditionnels. Je ne pouvais pas toucher certaines choses, par exemple, qu'on ne peut pas savoir si c'est vrai ou faux. Les barrières sont là. Il est complètement difficile que nous les sachions, mais c'est surtout que c'est un peu très compliqué. Mais c'est la principale réside, c'est vraiment cette capacité de générer du contenu qui est trompeur et manipulateur, surtout dans les cas de modèles de langage. Pour les élections, en ce qui concerne la fraude électorale, l'intelligence artificielle peut potentiellement jouer un rôle à la fois dans la détection et la prévention de la fraude, si c'est bien utilisé. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour analyser des grandes quantités de données électorales et détecter des schémas suspects tels que des tentatives de manipulation ou des falsifications de votes. Je vous dis ici, bon, ce n'est pas un secret, en 2018, il y avait des votes qui devraient venir, qui étaient des votes suspects au niveau de la CENI, mais la compagnie Mirosystem qui s'occupait de ces machines avait bloqué tous les résultats qui ne venaient pas des bureaux qui étaient connus. Et il y en avait dans des millions. Donc, il est important de noter que l'intelligence artificielle n'est pas infaillible. Il peut également présenter des biais ou des erreurs. Par conséquent, il est essentiel de combiner l'intelligence artificielle avec des contrôles humains rigoureux pour garantir l'intégrité des élections et des fausses accusations de fraude. Nous avons beaucoup à dire. J'ai pris certaines de ces informations dans un livre que je suis en train d'écrire depuis plusieurs mois. Et je sais que si ChatGPT pouvait écrire ça, il pouvait le faire en un jour, peut-être en quelques heures. Mais là, je suis déjà dans plusieurs mois. Chaque fois que je pense mettre un point, il y a quelque chose qui apparaît et je suis obligé des fois à modifier, à changer ma propre pensée. Donc, vous pouvez comprendre dans tout ceci. Voilà
passons de ce que nous appelions autrefois des moteurs de recherche au prompt. C'est-à-dire qu'au lieu de dire tu écris un mot là que tu cherches, mais maintenant ce n'est plus ça. Nous pouvons poser la question avec précision et avoir les résultats avec précision. Si nous faisons des recherches, j'ai besoin d'une revue de la littérature sur tel sujet. Propose-moi 30 articles avec des références sur tel sujet. L'intelligence artificielle te propose exactement 30 articles dans tel sujet avec des références. Tu n'as plus besoin de faire ce que nous faisions autrefois. Quand je vais à la bibliothèque, je dois écrire et je dois fouiller parmi des milliers de sources. Il y en a même des fois qui ne répondent même pas à mon besoin. Je pense que l'avenir de l'intelligence artificielle est beaucoup plus brillante que nous le croyons, mais les limites sur la créativité existent et vont exister encore. Je dis et je vous remercie.